Salut mes somnolents historiens, c'est votre historien endormi qui revient pour une nouvelle plongée dans l'inconfort du passé. Ce soir, nous allons explorer quelque chose que Hollywood vous a vendu comme romantique et chaleureux, la taverne médiévale. Oubliez les images d'Épinal avec les jolies serveuses souriantes et les feux de cheminée crépitants. La vérité, c'est que vous ne tiendriez probablement pas une heure dans l'atmosphère toxique d'une vraie taverne du XIVe siècle. Avant de commencer cette descente aux enfers olfactives, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez ce soir. Maintenant, baissez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bruit de fond et préparez-vous à découvrir pourquoi nos ancêtres buvaient autant, ce n'était pas pour le plaisir. Félicitations! Vous venez de pousser la porte en bois pourri d'une taverne à Londres en l'an 1347. Vous n'êtes pas un noble aventurier. Vous n'êtes pas un troubadour romantique. Vous êtes un voyageur fatigué qui cherche désespérément un endroit pour dormir. Et vous venez de faire la pire erreur de votre vie. La première chose qui vous frappe, ce n'est pas l'ambiance chaleureuse. C'est l'odeur, une symphonie nauséabonde qui mélange la bière rance, la sueur humaine fermentée, l'urine de plusieurs décennies, le vomi séché et quelque chose qui ressemble à de la viande en décomposition. Cette odeur s'accroche à vos narines comme une ventouse malveillante et vous comprenez immédiatement qu'elle va s'incruster dans vos vêtements pour les semaines à venir. L'air est si épais de fumée, de vapeur d'alcool et d'effluves corporels que vous avez l'impression de respirer à travers un chiffon mouillé, trempé dans du purin. Vos yeux commencent à larmoyer, pas d'émotion, mais parce que l'atmosphère est littéralement toxique. La fumée du foyer mal entretenu stagne au plafond bas, créant un brouillard brunâtre qui fait ressembler l'endroit à l'antichambre de l'enfer. Le sol sous vos pieds n'est pas vraiment un sol, c'est plutôt une couche géologique de saletés accumulées. Paille pourrie, restes de nourriture piétinée, flaques de liquide non identifiables qui collent à vos semelles, avec un bruit de succion écœurant. Chaque pas produit un squelch humide qui vous rappelle que vous marchez sur des décennies de négligence humaine. Cette paille, qui était censée absorber les déchets, n'a visiblement pas été changée depuis l'époque où votre grand-père était encore un projet. Les murs en bois suintent littéralement l'humidité et la moisissure. Des taches sombres s'étalent sur les planches comme des cartes géographiques de la putréfaction. Dans les coins, vous apercevez des champignons qui poussent joyeusement, créant leur propre petit écosystème de décomposition. L'endroit est si humide que vos vêtements commencent immédiatement à coller à votre peau d'une manière profondément désagréable. Regardons maintenant vos compagnons de soirée. À votre droite, un groupe de marchands dont les vêtements n'ont visiblement pas été lavés depuis leur dernier passage ici il y a 6 mois. Leurs visages sont marqués par la variole. Leurs dents qui leur restent sont noires de pourriture. Et ils crachent régulièrement sur le sol des glaires jaunâtres particulièrement appétissantes. L'un d'eux tousse avec un bruit mouillé qui suggère que ses poumons ont depuis longtemps renoncé à filtrer quoi que ce soit. À votre gauche, des artisans locaux célèbrent quelque chose, probablement le fait d'être encore vivants. Leurs mains sont tachées de façon permanente par leur travail. Leurs ongles noirs abritent probablement plus de bactéries qu'un marécage. Quand ils rient, ce qui arrive souvent, vous découvrez des bouches qui ressemblent à des cimetières abandonnés, avec des gencives gonflées qui saignent joyeusement dans leur bière. Dans le coin sombre, quelques femmes exercent le plus vieux métier du monde. Leurs visages sont ravagés par les maladies vénériennes, leur corps porte les marques de la malnutrition chronique. Elles sourient avec ce qui leur reste de dents, et ce sourire ressemble à quelque chose qu'on pourrait trouver dans une crypte hantée. Leur maquillage de fortune, fait de terre et de graisse animale, coule sous la chaleur poisseuse de la taverne, créant des rivières colorées sur leurs joues creuses. Le tavernier lui-même est un spécimen fascinant de négligence personnelle. Son tablier n'a pas été lavé depuis l'invention du savon. Ses mains sont si sales qu'elles ressemblent à des gants de jardinage oubliés sous la pluie.
Ses cheveux gras pendent comme des ficelles mortes, et quand il se penche pour vous servir, vous découvrez qu'il a développé son propre écosystème bactérien personnel. Sa sueur goutte régulièrement dans les chopes qu'il manipule, ajoutant sa petite contribution au bouquet gustatif local. Parlons maintenant de la boisson. Vous commandez de la bière, parce que franchement, l'eau locale essaie activement de vous tuer avec ses parasites et ses bactéries. La bière arrive dans une chope en terre cuite qui n'a jamais été lavée, juste essuyée avec un chiffon, qui a servi à nettoyer à peu près tout dans cette taverne, y compris des choses qu'on ne devrait pas nettoyer avec des chiffons. La bière elle-même est une expérience sensorielle unique. Elle a la consistance d'un bouillon trouble, avec des particules qui flottent dedans comme de minuscules icebergs de mystère. Le goût est un mélange subtil d'amertume, d'acidité et de quelque chose qui évoque vaguement l'eau de vaisselle. Mais vous la buvez quand même, parce que l'alternative, c'est la mort par empoisonnement hydrique, ce qui serait encore moins amusant. Chaque gorgée vous brûle la gorge, non pas à cause de l'alcool, mais à cause des impuretés qui flottent dedans. Vous sentez des petits morceaux solides glisser entre vos dents, et vous préférez ne pas savoir ce que c'est. La mousse au-dessus ressemble plus à de l'écume de marécage qu'à quoi que ce soit d'appétissant, et elle laisse une couche poisseuse sur vos lèvres qui a le goût de regret fermenté. Mais attendez, il y a pire. Vous réalisez que vous allez devoir manger quelque chose. Le tavernier vous propose son plat spécial, un ragoût qui mijote dans un chaudron depuis probablement plusieurs jours. L'odeur qui s'en dégage suggère qu'il contient des ingrédients qui étaient déjà douteux au moment où ils ont été ajoutés. La surface du ragoût est recouverte d'une pellicule graisseuse irisée qui brille faiblement dans la lumière vacillante des chandelles. Quand il vous sert, vous découvrez un liquide brunâtre avec des morceaux de quelque chose qui flotte dedans. La viande, si c'en est, a la texture du cuir bouilli et le goût de ce que vous imaginez être de la semelle de chaussures marinées dans de l'eau croupie. Les légumes se sont depuis longtemps transformés en une bouillie indéfinissable qui colle à vos dents avec l'enthousiasme d'un parasite affamé. Vous mâchez lentement, non pas pour savourer, mais parce que votre estomac refuse catégoriquement de coopérer. Chaque bouchée est un combat entre votre faim et votre instinct de survie. La texture est celle d'un marécage comestible, et vous commencez à comprendre pourquoi l'espérance de vie au Moyen Âge était si remarquablement courte. Pendant que vous luttez avec votre repas, l'ambiance autour de vous se dégrade progressivement. Les conversations deviennent plus bruyantes, plus agressives. Un marchand commence à vomir tranquillement dans son coin et personne ne semble s'en préoccuper. C'est apparemment un spectacle courant. Le vomi se mélange joyeusement à la paille pourrie du sol, ajoutant une nouvelle couche à cette géologie de la négligence. Dans un autre coin, une bagarre éclate pour des raisons qui resteront à jamais mystérieuses. Probablement une dispute sur qui a bu dans la chope de qui ou qui a craché sur qui. Les coups pleuvent avec des bruits sourds et mouillés, accompagnés de jurons créatifs qui explorent de nouvelles frontières de la vulgarité médiévale. Du sang commence à couler, se mélangeant allègrement aux autres fluides corporels qui décorent le sol. Le tavernier observe la scène avec l'indifférence de quelqu'un qui a vu ça 1000 fois. Il continue à servir de la bière aux autres clients, enjambant occasionnellement un corps inconscient comme si c'était un meuble mal placé. Vous réalisez que cette violence quotidienne fait partie du charme de l'établissement, au même titre que les rats qui courent entre vos pieds. Ah oui, les rats. Vous venez de faire leur connaissance. Ils ne sont pas timides, ces rats médiévaux. Ils se promènent ouvertement, grignotant les restes tombés au sol, s'arrêtant parfois pour vous regarder avec ce qui ressemble à de la pitié. Ils sont gras et insolents, visiblement mieux nourris que la plupart des clients humains. L'un d'eux passe si près de votre pied que vous sentez sa queue humide balayer votre cheville. C'est un contact que vous n'oublierez jamais, même si vous le vouliez désespérément. Ces rats ont développé leur propre hiérarchie sociale. Vous observez des disputes territoriales autour des meilleurs morceaux de détritus, des poursuites épiques entre les tables,
des séances de toilettage collectif qui sont d'un réalisme saisissant. Ils ont clairement plus d'organisation sociale que les humains présents, ce qui en dit long sur le niveau d'évolution de cette taverne. La nuit avance et l'atmosphère devient de plus en plus surréaliste. Les chandelles se consument lentement, créant des ombres dansantes qui transforment chaque client en créature cauchemardesque. La fumée s'épaissit, rendant la respiration encore plus difficile. Vous commencez à avoir l'impression d'être dans un rêve fiévreux. Sauf que l'odeur est trop réelle pour être un rêve. Un ménestrel fait son apparition, ou du moins, quelqu'un qui prétend être un ménestrel. Son luth a visiblement connu des jours meilleurs. Plusieurs cordes pendent mollement comme des tendons sectionnés. Quand il commence à chanter, sa voix craque et déraille sur des notes qui n'existent dans aucune gamme connue. Les paroles parlent d'amour courtois et de nobles aventures, ce qui crée un contraste saisissant avec la réalité sordide qui vous entoure. Personne n'écoute vraiment, mais personne ne lui dit de s'arrêter non plus. Il continue sa performance pathétique, transpirant abondamment sous l'effort de produire quelque chose qui ressemble vaguement à de la musique. Sa sueur forme des gouttes qui tombent de son front sur son instrument, ajoutant un accompagnement rythmique percussif involontaire à sa mélodie douteuse. Vous commencez à réaliser que vous allez devoir passer la nuit ici. Le tavernier vous indique l'escalier qui mène aux chambres, si on peut appeler ça des chambres. L'escalier lui-même est un défi d'ingénierie médiévale, avec des marches qui grincent de façon menaçante sous votre poids, et une rampe si poisseuse que vous préférez ne pas vous y appuyer. Arrivé à l'étage, vous découvrez un couloir sombre, où l'air est encore plus vicié qu'en bas. Les murs suintent d'humidité, et vous entendez des bruits étranges provenant des autres chambres, des gémissements, des toux grasses, des conversations incompréhensibles menées à voix basse. Vous n'êtes pas sûr de vouloir savoir ce qui se passe derrière ces portes. Votre chambre est un chef-d'œuvre de minimalisme moyenâgeux. Un lit qui ressemble plus à un instrument de torture qu'à un meuble, fait de planches mal équarries, recouvertes d'un matelas de paille qui a connu de meilleurs siècles. La paille qui dépasse pique à travers le tissu grossier, et vous sentez déjà les bestioles qui y ont élu domicile. Des puces, des poux, et probablement des créatures que la science n'a pas encore répertoriées. La couverture est une loque de laine qui n'a jamais été lavée, rigide de saleté accumulée et imprégnée de l'odeur de tous ceux qui l'ont utilisée avant vous. Elle gratte comme du papier de verre et dégage un parfum qui évoque un mélange de fromage oublié et de chaussettes de sportif médiéval. Mais c'est soit ça, soit mourir de froid. Alors vous n'avez pas vraiment le choix. Il n'y a pas de fenêtre, juste une ouverture dans le mur qui laisse entrer tous les courants d'air glacé de Londres, accompagnés des odeurs charmantes de la rue. Par cette ouverture, vous entendez les sons de la ville nocturne, des bagarres qui éclatent dans d'autres tavernes, des chiens errants qui se disputent des carcasses, des gardes-nuits qui hurlent l'heure avec des voix cassées par l'alcool et le désespoir. Vous vous allongez sur ce lit de torture, et immédiatement votre dos proteste contre ce qui ne peut décemment pas être appelé un matelas. Chaque ressort de paille semble placé stratégiquement pour trouver vos points les plus sensibles. Vous bougez pour chercher une position moins inconfortable, mais il n'y en a pas. Toutes les positions sont également atroces, juste de façon différente. Les bruits de la taverne en dessous continuent toute la nuit. Quelqu'un vomit régulièrement, avec la régularité d'une horloge biologique défaillante. Des discussions s'enveniment, puis retombent. Des chaises se renversent, des verres se cassent. C'est comme essayer de dormir au-dessus d'un asile de fous particulièrement bruyant. Sauf que les fous sont juste des gens normaux de l'époque. Vers le milieu de la nuit, vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans votre lit. De petites créatures vous tiennent compagnie, explorant votre corps avec l'enthousiasme de conquérants, découvrant un nouveau territoire. Des puces sautent sur vous comme des acrobates miniatures. Des poux établissent des colonies dans vos cheveux, et quelque chose de plus gros rampe le long de votre bras avec des petites pattes qui chatouillent de façon profondément dérangeante.
Vous commencez à vous gratter, mais ça ne fait qu'empirer les choses. Chaque grattage libère de nouvelles hordes de parasites qui se répandent joyeusement sur votre peau. Bientôt, vous êtes pris d'une frénésie de grattage qui ne fait qu'alimenter le cycle infernal. Votre peau devient rouge et irritée, mais les démangeaisons continuent avec l'acharnement d'une torture chinoise perfectionnée. L'aube finit par arriver, non pas avec l'espoir d'une nouvelle journée, mais avec la promesse de nouveaux supplices. Vous vous réveillez épuisé, couvert de piqûres, avec un mal de dos qui va vous accompagner pendant des semaines. Vos vêtements ont absorbé toutes les odeurs de la taverne et de votre chambre, créant un parfum personnel qui va faire fuir les animaux sur plusieurs kilomètres. Vous descendez pour le petit déjeuner, si on peut appeler ça comme ça. Le tavernier vous propose du porridge, une bouillie grisâtre qui ressemble à de la colle mélangée à de la sciure. Il flotte dedans des morceaux non identifiables qui pourraient être de la viande, des légumes ou des débris de construction. Le goût est indescriptible, mais pas dans le bon sens du terme. C'est comme si quelqu'un avait essayé de recréer de la nourriture en n'ayant qu'une description approximative du concept. Pendant que vous luttez avec votre petit déjeuner, vous observez les autres clients matinaux. Ceux qui ont survécu à la nuit ressemblent à des rescapés d'un naufrage particulièrement traumatisant. Leurs visages portent les stigmates de leur expérience nocturne. Leurs yeux sont rouges et larmoyants. Leurs cheveux pointent dans toutes les directions, comme s'ils avaient été électrocutés par l'expérience. Certains vomissent tranquillement dans leur coin, apparemment habitués à ce rituel matinal. D'autres fixent leur nourriture avec l'expression de quelqu'un qui remet en question tous ses choix de vie. Un marchand compte et recompte ses pièces, vérifiant qu'il n'a pas été dévalisé pendant son sommeil agité. Spoiler alert, il l'a probablement été, mais la perte est si minime comparée au traumatisme de la nuit qu'il s'en fiche presque. Le tavernier lui-même semble souffrir de sa propre marchandise. Ses yeux sont injectés de sang, ses mains tremblent légèrement quand il manipule les chopes. Il tousse régulièrement, un son mouillé qui suggère que ses poumons ont depuis longtemps renoncé à filtrer quoi que ce soit de constructif. C'est l'image même du businessman médiéval qui a trop goûté à son propre produit. Vous finissez par vous extirper de cette expérience avec un sentiment de soulagement profond, comme un noyé qui refait surface après avoir touché le fond. L'air extérieur, même pollué par les déchets urbains de Londres médiévale, vous semble d'une pureté alpine comparée à l'atmosphère toxique de la taverne. Vos poumons se dilatent avec reconnaissance, même s'ils doivent traiter des effluves de fumier et d'égouts à ciel ouvert. Mais le traumatisme vous suit. L'odeur de la taverne s'est incrustée dans vos narines comme un parasite olfactif permanent. Vos vêtements portent encore les stigmates de votre passage, et vous savez qu'il faudra des semaines pour vous en débarrasser, si c'est même possible. Votre peau continue de vous démanger, peuplée de nouveaux locataires microscopiques qui ont décidé de faire de vous leur nouveau domicile. Pendant les jours qui suivent, vous repensez constamment à cette expérience. Pas avec nostalgie, plutôt avec l'horreur fascinée de quelqu'un qui a frôlé la mort et vécu pour en témoigner. Chaque fois que vous buvez une bière moderne, vous pensez à cette bouillie trouble servie dans une chope crasseuse. Chaque fois que vous dormez dans un lit propre, vous revoyez ce matelas de paille infesté de parasites. Vous commencez à comprendre pourquoi les gens de l'époque avaient l'air si résignés dans les peintures. Ce n'était pas de la sérénité spirituelle, c'était l'acceptation stoïque de quelqu'un qui sait que chaque jour pourrait être le dernier et que même les plaisirs simples comme boire un verre peuvent se transformer en expériences traumatisantes. Ils n'avaient pas le choix, alors ils enduraient avec la patience de saints ou de martyrs involontaires. La taverne médiévale n'était pas un lieu de convivialité chaleureuse, c'était un centre de survie collective où les gens se rassemblaient non pas par plaisir, mais par nécessité. Un endroit où l'on venait boire de l'alcool pour oublier la dureté de l'existence, manger quelque chose qui ressemblait vaguement à de la nourriture et dormir dans un semblant d'abri, même si cet abri était à peine plus hospitalier que la rue. Les maladies se propageaient dans ces endroits comme des rumeurs malveillantes. La tuberculose,
la dysenterie, la typhoïde, toutes ces joyeusetés médicales trouvaient dans les tavernes des conditions idéales pour prospérer et se reproduire. L'air confiné, l'hygiène inexistante, la promiscuité forcée, tout était réuni pour créer des laboratoires de pathologies ambulants. Les clients réguliers développaient une immunité relative, non pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce que les faibles étaient déjà morts. C'était une sélection naturelle accélérée, où seuls les plus résistants ou les plus chanceux survivaient assez longtemps pour devenir des habitués. Ils portaient leurs cicatrices et leurs infirmités comme des badges d'honneur, des preuves qu'ils avaient survécu à l'expérience collective de la taverne médiévale. Les femmes qui travaillaient dans ces établissements méritent une mention spéciale pour leur résilience tragique. Servantes, prostituées ou épouses du tavernier, elles naviguaient quotidiennement dans cet environnement toxique avec une grâce désespérée. Leurs visages portaient les marques de vie dure, leur corps était usé prématurément par les maladies et la malnutrition, mais elles continuaient à sourire et à servir, parce que l'alternative était souvent pire. Elles développaient des stratégies de survie sophistiquées, apprenant à éviter les clients les plus dangereux, à reconnaître les signes avant-coureurs de violence, à négocier dans un monde où elles n'avaient aucun pouvoir de négociation réel. Leur intelligence émotionnelle était aiguisée par la nécessité absolue, transformant chaque interaction en calcul de survie. Et puis il y avait les enfants. Oui, des enfants vivaient et travaillaient dans ces tavernes, exposés quotidiennement à des spectacles qui traumatiseraient des adultes modernes. Ils grandissaient dans cette atmosphère de violence casuale, d'alcoolisme endémique et de négligence généralisée, développant une maturité prématurée qui n'avait rien à voir avec la sagesse. Ils apprenaient très tôt que la vie était brutale, imprévisible et souvent courte. Ces enfants développaient des compétences de survie urbaine extraordinaires. Ils savaient quand se cacher, quand courir, comment voler de la nourriture sans se faire prendre, comment éviter les adultes dangereux. Leur éducation se faisait dans la rue et dans les tavernes. Une école de la vie qui était littéralement une question de vie ou de mort. La religion jouait un rôle paradoxal dans ces établissements. D'un côté, l'Église condamnait officiellement la débauche et l'ivrognerie. De l'autre, les clercs étaient souvent parmi les clients les plus assidus, noyant leurs propres démons dans l'alcool frelaté et la compagnie douteuse. Cette hypocrisie créait une atmosphère de cynisme généralisé où personne ne croyait vraiment au discours moralisateur du dimanche. Les fêtes religieuses devenaient des prétextes à des excès encore plus spectaculaires. Les tavernes se remplissaient de fidèles qui célébraient leur dévotion en se saoulant méthodiquement. Les chants pieux se transformaient progressivement en hurlements avinés, créant une cacophonie spirituelle qui devait faire pleurer les anges ou les faire fuir vers des cieux plus cléments. L'économie de la taverne était fascinante dans sa simplicité brutale. Tout se payait cash, généralement en pièces de valeur douteuse. Les prix fluctuaient selon l'humeur du tavernier, la disponibilité des marchandises et le niveau d'intoxication du client. Les négociations se faisaient souvent à coups de poing, créant un système de libre-échange particulièrement libre et particulièrement violent. Le crédit existait, mais sous une forme qui rendrait les usuriers modernes jaloux. Les dettes s'accumulaient avec des intérêts qui définiaient de nouveaux standards d'exploitation, et les méthodes de recouvrement impliquaient généralement des objets contondants et une créativité anatomique remarquable. Beaucoup de clients devenaient des esclaves de facto de leur tavernier, travaillant pour rembourser des dettes qui ne faisaient que croître malgré leurs efforts. Les nouvelles circulaient dans les tavernes plus vite que la peste, ce qui n'est pas peu dire. Chaque voyageur apportait son lot de rumeurs, de ragots et d'informations plus ou moins fiables. Les guerres, les famines, les épidémies, tout était commenté, analysé et déformé par des esprits embrumés par l'alcool. La vérité devenait une notion relative, façonnée par l'imagination collective et la paranoïa ambiante. Ces centres d'information informels jouaient un rôle crucial dans la vie sociale médiévale. C'était là que se nouaient les alliances commerciales, que se planifiaient
les voyages, que se négociaient les mariages. Tout se discutait autour d'une chope de bière, dans une atmosphère enfumée et bruyante qui rendait la confidentialité impossible et la discrétion inutile. Les autorités le savaient bien et les tavernes étaient surveillées de façon informelle mais constante. Des espions, des informateurs, des représentants officieux du pouvoir royal ou local écoutaient, observaient, rapportaient. Chaque conversation pouvait être interprétée comme séditieuse, chaque plaisanterie comme une critique du régime. La paranoïa était justifiée, car elle était fondée sur une réalité de surveillance constante. Cette surveillance créait une atmosphère de méfiance généralisée. Personne ne savait vraiment qui était qui écoutait, qui rapportait. Les amitiés se formaient et se brisaient sur des soupçons, des malentendus, des trahisons réelles ou imaginaires. C'était un microcosme de la société médiévale, où la loyauté était une monnaie rare et précieuse. Et puis, il y avait les maladies mentales, qu'on ne comprenait pas et qu'on ne traitait pas. Les tavernes attiraient naturellement ceux qui cherchaient à oublier leurs démons intérieurs dans l'alcool. La dépression, l'anxiété, les traumatismes de guerre ou de violence domestique, tout cela se mélangeait dans un cocktail toxique d'automédication et de déni collectif. Ces âmes en perdition trouvaient dans les tavernes une forme de thérapie de groupe primitive et destructrice. Ils partageaient leurs souffrances dans des confessions avinées, cherchant une compréhension et une compassion que la société leur refusait par ignorance. Leurs histoires se mélangeaient dans la fumée et le bruit, créant une symphonie de douleurs humaines qui était à la fois pathétique et profondément émouvante. Les suicides n'étaient pas rares, et ils prenaient souvent des formes spectaculaires. Se pendre aux poutres de la taverne, se poignarder publiquement, boire des quantités mortelles d'alcool, tout était bon pour échapper définitivement à une existence devenue insupportable. Ces morts violentes étaient acceptées avec une résignation fataliste qui en dit long sur la valeur accordée à la vie individuelle. Mais paradoxalement, ces lieux de perdition étaient aussi des espaces de solidarité humaine. Face à l'adversité commune, des liens se créaient entre des gens qui n'avaient rien d'autre en commun que leur misère. Des amitiés improbables naissaient autour d'une chope partagée. Des alliances se formaient contre les dangers extérieurs. Des familles de substitution se créaient parmi les habitués. Cette solidarité avait ses règles non écrites, son code d'honneur particulier. On partageait sa nourriture avec ceux qui avaient encore plus faim. On défendait les faibles contre les prédateurs. On respectait certaines limites même dans la violence. C'était une morale de survie, adaptée aux circonstances extrêmes. Mais c'était quand même une morale. Les femmes enceintes qui fréquentaient ces établissements vivaient des grossesses particulièrement périlleuses. L'alcool, la fumée, la malnutrition, les maladies, tout conspirait contre la santé du fœtus. Les fausses couches étaient courantes, acceptées comme une fatalité de plus. Celles qui menaient leur grossesse à terme donnaient souvent naissance à des enfants déjà marqués par l'environnement toxique de leur gestation. Ces bébés de taverne commençaient leur vie avec un handicap majeur, mais ils développaient aussi une résistance extraordinaire. Ceux qui survivaient aux premières années devenaient des modèles de ténacité humaine, adaptés à un monde hostile dès leur plus jeune âge. Ils incarnaient la capacité d'adaptation de l'espèce humaine dans ses manifestations les plus extrêmes.